Bien, alors maintenir le sens du travail social avec en arrière-plan la question faire société. Le lien n'est pas si évident que ça. Enfin, je trouve que dans tous les exemples, les illustrations qui ont été proposées depuis tout à l'heure, il se passe effectivement quelque chose. Comment nommer je ne dirais pas ce résultat, mais enfin quelque chose de cet ordre, l'effet que ça introduit? Est-ce que d'emblée on peut dire que c'est une façon de faire société? Est-ce que la métaphore est suffisante? Est-ce qu'elle est correcte? Dans les échanges préparatoires que nous avons eus, je mettais un peu en question l'usage métaphorique un peu général de la formule faire société ou vivre ensemble et autres formules de ce genre. Et en tout cas, pour essayer de situer le travail social aujourd'hui, je serai plus concret et je partirai d'une société, d'une signification que nous avons en commun, je crois, puisque nous sommes, je crois, habitués à utiliser le mot société à propos de notre expérience commune, à savoir la société française, dans sa dimension historique d'État-nation, qui s'est donné une forme de société républicaine depuis un siècle et demi, ou un peu plus si on prolonge, exception faite peut-être de la période de Vichy, qui n'a pas été sans avoir d'effet non plus, et avec une population ou des populations, la question du singulier ou du pluriel évidemment se pose, sur un ou des territoires, le tout doté d'un réseau d'institutions de contrôle et de socialisation. Voilà un peu ce qui rend possible en tout cas une société du point de vue des éléments qui la composent. Alors pour autant cette société française que nous connaissons, que nous aimons, je crois, indivisible, démocratique, laïque, sociale, je vous rappelle les termes de la Constitution de 1946, pour autant il existe des infras, des sous-ensembles en infras, comme les communes, les pays, les DOM, les TOM, bref, toutes sortes de territoires plus ou moins bien différenciés, à propos desquels se pose évidemment la question de savoir si de tels territoires, surtout à usage administratif, font société. Il y a sans doute une société réunionnaise ou une société caraïbe, voire bretonne, on l'a vu tout à l'heure avec la musique. Y a-t-il aujourd'hui une société Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Limousin, Poitou, Bordeaux, etc. Et pourtant, on a transféré massivement, avec la décentralisation, à de nombreuses compétences, notamment sociales, en présupposant que le territoire, notamment le territoire départemental, nous en sommes là, décentralisation oblige, subsidiarité oblige, le territoire fait société. De même supra, mais ça a été tout à l'heure développé, il faut compter avec tous ces processus de construction européenne et l'espoir, sans doute un peu utopique, d'une société européenne, certes loin d'être réalisée, notamment au plan social et culturel, mais qui, au-delà des questions de souveraineté qui nous divisent, change déjà nos représentations de ce qui fait en retour notre société française. Elle a perdu une partie de sa souveraineté, volontairement. Notamment lorsque l'Europe aussi intervient par ses règles. Je pense par exemple aux effets de la directive sur les services de 2006, quand elle affirme dogmatiquement que tout service est une activité économique par définition sur un marché donné et que pour ne pas fausser la libre concurrence, les aides d'État sont interdites, sauf si elles contreviennent à certains objectifs d'intérêt général. Bref, pareil dogme doit être interrogé parce qu'il faut savoir si nous allons vers une société simplement de services, si nous allons simplement vers une économie de services. Je reprends une opposition qu'avait utilisée en son temps un Premier ministre, ce qu'on appelle quelquefois une économie sociale de marché, ou carrément vers une société de services, une société entièrement de services, ce qui est une toute autre perspective et qui interroge notamment notre attachement français aux services dits publics. Alors quant à la société monde, ce que tout à l'heure Patrick Vivray reprenait sous le label de mondialité, je trouve que c'est intéressant, elle est dopée certes par l'Internet,
dont la puissance est devenue, chacun sait, exponentielle, mais elle n'est soutenue aujourd'hui que par quelques institutions spécifiques dans des genres très différents. Je pense au FMI, aux accords commerciaux du genre OMC, ou aussi au tribunal pénal international, sans oublier l'importance des religions, justement pour faire société-monde, partiellement bien évidemment. Les religions qui sont elles-mêmes quelquefois en conflit les unes avec les autres. Dans tous ces cas-là, je voudrais insister sur un point, faire société implique du temps. Ça ne se décrète pas dans l'instant, ce qui veut dire aussi que parler société, c'est parler d'histoire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'histoire. Alors, puisque dans mon sujet, il y a le mot social, de quel social parlons-nous ? Et de quel social parlons-nous dont il faudrait aujourd'hui maintenir et consolider et la dimension du travail, puisqu'il y a travail dans travail social, et le sens de ce travail social. Alors, pour y répondre et pour rester dans le cadre de la société française, cadre que je viens d'explorer, il faut fixer quelques références. Côté valeurs, et au sens où le disait tout à l'heure Patrick, depuis la fin du XIXe siècle, moins la fraternité que la solidarité, ça il faudrait discuter plus longtemps là-dessus, s'est imposée comme une sorte de moteur d'explication, d'enjeu principal de toutes les formes de socialisation des questions sociales dans une société de semblables. Je reprends cette formule à Castel qui lui-même la reprenait à Léon Bourgeois. Côté des ressources, je rappelle quand même que deux techniques rendent possible cet état social qui participe aussi plus ou moins insuffisamment certainement à la redistribution de la richesse. L'impôt obligatoire, direct, indirect, qui permet l'assistance, qui permet l'aide sociale jusqu'au RSA, qui permet aussi les actions de justice. Et puis les cotisations obligatoires à la base d'assurance sociale, socialisées. Ce système est plus indirect, fortement contributif, finalisé sur certains risques, pas tous les risques, identifiés et classés. J'ai vu que le fameux 5e risque revient dans les plans de certains candidats aux prochaines élections présidentielles. 5e risque sur la dépendance, qui est une vieille lune également, en sus de quelques parts d'impôts affectées comme la CSG, en sus aussi des mutuelles complémentaires, des assurances privées, bref, à l'exception toutefois des fonds de pension à l'américaine qui n'ont pas place dans notre modèle largement socialisé. Pour la mise en œuvre, je rappelle également deux modalités principales d'action qui se sont imposées tout au long du XXe siècle. Le service public, qui correspond à l'affirmation d'un droit administratif, d'une action administrative et d'un droit administratif pour mieux servir les citoyens, tous les citoyens, selon le principe d'égalité, non comme de simples consommateurs individuels de services, mais selon une représentation largement organique de la société. Et puis le monde associatif délégataire, appuyé sur la loi de 1901, à comprendre comme un encadrement juridique libéral, certes, mais exigeant de certaines initiatives valorisées de la société dite civile. Si en France, différentes associations, comme les Sauvegardes notamment, comptent l'histoire à cet égard, ont ainsi été incorporées à l'action publique, c'est aussi par ralliement à un projet de civilisation qu'elles ont appris à partager tout au long du XXe siècle. Beaucoup de ces associations d'action sociale, on dit aussi, sont aujourd'hui conscientes d'être adossées aux valeurs du service public, sans être du service public, et de l'intérêt général, mais d'autres modèles plus libéraux arrivent, plus entrepreneuriaux, introduisant même le profit en matière sociale, ce qui choque évidemment du point de vue d'un certain nombre de références en valeur, et qui viennent aujourd'hui concurrencer un héritage qui s'avère finalement assez fragile. Je pense aussi à la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire, qui introduit des petits éléments qui, mine de rien, l'entreprise sociale ou le profit raisonnable, comme on dit en Europe également. Côté intervention, enfin, nous avons plusieurs institutions de socialisation, au sens de ce qui nous permet de faire société. Celles qui contribuent à la socialisation que certains appellent primaire, l'école, la santé, la justice, ce qui encadre le travail, etc. Et puis celles qui contribuent à la socialisation secondaire, finalisée, spécialisée, soutenue par différents métiers, des métiers de la relation et du développement. C'est ce que j'appelle, moi, le système action sociale, travail social. Ce système institutionnel est mixte, privé-public. En l'espèce, le
privé, entre guillemets, c'est surtout du privé associatif, mais il est talonné par le privé lucratif qui débarque dans les secteurs les plus rentables, pas totalement professionnalisé, tant mieux, tant pis, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, juridiquement assez fragile. Je pense que la question de l'introduction du droit des usagers, quand il est conçu comme un droit souverain, pas dans sa nature même, mais quand il est conçu comme un droit souverain, est le signe un peu de la faiblesse juridique de tout ce champ. Ce système offre aux citoyens une régulation, des régulations nombreuses et une prévention de type socio-clinique des souffrances individuelles, des conflits interindividuels, notamment au sein de la famille, des comportements collectifs et des situations sociales problématiques, souvent au plan local. Il ne s'agit pas seulement de rendre service aux personnes, mais aussi de réduire des situations d'inégalité, d'exclusion, d'anomie et autres fractures du lien social ou de la cohésion sociale, et finalement de soutenir une sorte de paix sociale. Alors comment penser le travail dans ces conditions-là ? Ce rappel montre que le travail social n'est pas sui generis et qu'il ne tient pas tout seul, mais qu'il est même plutôt inséparable de cet ensemble que je viens de rappeler très schématiquement et qui crée les conditions de possibilité même d'un travail social dans la tradition culturelle française. Il tient aussi évidemment à des valeurs, il tient à la qualité de ses professionnels, mais j'insiste sur le fait que c'est une pièce dans un ensemble. Il n'est pas isolable. Il n'est pas non plus simplement, et la tendance existe actuellement très fortement, simplement l'auxiliaire docile des politiques sociales, disons de plus en plus départementalisées ou territorialisées. Je dirais plutôt qu'il participe pleinement, mais à sa façon, à la préservation du pacte républicain, notre façon à nous de faire société. Autrement dit, il est un acteur légitime, parmi d'autres, mais aussi spécifique, d'une certaine raison du monde. Rien que pour cela, il me semble important de le maintenir et de le défendre. Plus concrètement, pour avancer un tout petit peu dans mon propos, au fil des années, le travail social a dépassé ses héritages philanthropiques et charitables, indéniables. Il s'est relativement autonomisé, mais il s'est intégré, il s'est professionnalisé, salarisé, et au final, il a pris une consistance plus importante, mais de façon qui reste encore très éclatée et assez peu lisible, restant une sorte de combinatoire d'éléments hétérogènes. Difficile à gérer, et on connaît les tensions qu'il y a à propos de l'évaluation, la tentation de dire, d'affirmer qu'il y a une part indicible dans le travail social. Il faudrait aborder plus à fond. Alors, une des questions que je me suis posée dans l'ouvrage qui a été cité tout à l'heure, je me tourne vers l'image, mais c'est pas l'animateur, ça n'est qu'une image. Et une des questions que je me suis posée dans l'intelligence sociale en danger, c'est la suivante. Quels sont ces éléments constitutifs de la substance même du travail social ? Autrement dit, quels sont ces piliers ? En disant cela, j'ai aussi qualifié ça de carré des intelligences, parce que j'en ai trouvé 4. Et en disant cela, je me mets un petit peu à contrario, tout du moins à distance, de l'approche du travail social uniquement par son utilité fonctionnelle, ça sert à, ou par ses valeurs qui lui seraient propres, alors qu'elles sont largement partagées et que nous devons faire société tous ensemble sur ces mêmes valeurs. Donc il faut resserrer un peu la focale pour voir ce qui est spécifique. Et si ce sont des éléments hétérogènes, il faut essayer de les clarifier. Alors, le premier pilier que j'ai essayé de dégager, que je voudrais rapporter ici très rapidement, c'est que dans toute cette affaire, il y a du droit. Il y a du droit, parce que nous sommes un état de droit, parce que nos droits sociaux sont des droits créances, sont des droits de tirage un peu sur la société, parce que le droit, en plus, s'il légitime l'action, s'il rend les choses légitimes et donc opposables, il ne peut être justement, à cause de cela, réduit au simple règlement ou instrumentalisé
trop par les pouvoirs normatifs. Pourtant, on le sait, le droit a des limites. S'il ouvre des possibles, s'il protège, il ne produit par lui-même rien. Je pense à la fameuse formule « le Dalo ne loge pas ». Il faut autre chose que du droit au logement pour loger. C'est justement ce qui se passe du côté des obligations. C'est pourquoi, deuxièmement, il y a nécessité, je crois, de l'institution, à comprendre non pas dans le sens d'organisation ou d'entreprise, mais au sens de politique publique d'intérêt commun, équipement collectif, tout ce qui constitue les supports du faire société, les supports matériels, et les conditions de possibilité concrète de l'aventure de chacun dans la vie. Et je reprends volontiers les formules de Patrick Vivray tout à l'heure, de chaque personne, ce que modestement le travail social peut accompagner, à condition de lui reconnaître ce rôle. Sur ce point, l'institution, la pensée institutionnelle s'oppose à un processus qui est très en vogue actuellement de réduction de chacun, chaque sujet, chaque personne. Les mots, évidemment, sont porteurs de sens, mais on n'a pas le temps de les parcourir en détail, de la réduction de chacun à un parcours. Je trouve que cette idée de parcours est une métaphore intéressante, mais il ne faut pas en faire un usage identitaire, il ne faut pas en faire un usage trop important. Il ne s'agit pas de gérer des parcours, il s'agit d'aider des personnes. C'est les personnes qui ont des parcours, ou du moins qui construisent, non pas a priori, mais a posteriori, qui reconstruisent quelquefois les parcours qu'elles ont eus. Le parcours est une catégorie dont il faut, à mon avis, assurer une sorte de déconstruction permanente, comme un tas d'autres d'ailleurs qui viennent avec tout la novlangue dont on parlait tout à l'heure, et qui brouillent un peu les cartes. On ne sait plus de quoi on parle. Alors, parmi les institutions ainsi définies de manière dynamique, je me rappelle aussi de l'opposition, de la dialectique entre l'institué et l'instituement. Il y a de l'instituement dans l'institution, et pas simplement de l'institué, des murs et de l'argent et des projets formels. Parmi ces institutions, il faut aussi, je crois, placer les métiers sociaux qui sont logiquement devenus des professions organisées, AS, éducateurs, etc., etc. Je crois que c'est important de problématiser ainsi la question institutionnelle parce que vous êtes comme moi témoin d'un vent de désinstitutionnalisation très puissant actuellement qui est en train de délégitimer tout ce montage-là, au profit d'ailleurs des circuits courts, ce qu'on appellerait dans la révolution un peu écologique, pour aller très très vite, les circuits courts entre les producteurs et les consommateurs, on applique les circuits courts en disant on veut finalement qu'il n'y ait plus d'intermédiaires, trop d'intermédiaires entre le producteur de prestations, le producteur de services et le bénéficiaire de ce service. Alors ça pose un problème parce que ce processus, s'il est conduit jusqu'à son terme, introduit une corrélation logique. C'est la déprofessionnalisation lente et relative pour justement ne plus avoir que des circuits courts qui sont des circuits de consommation de services et non pas des circuits de progression collective, de coéducation et d'échange. Quatrième pilier, dans tout cela, le travail social que nous connaissons, il y a des savoirs incorporés, il y a une référence à la question cognitive, à la question donc des connaissances. Et ces savoirs, évidemment, nous avons à veiller qu'ils restent des connaissances vivantes, ouvertes, évolutives, et tant notre ignorance est grande. Je pense que le souci de la recherche est un souci tout à fait légitime. Notre connaissance est grande sur tous ces sujets. Que savons-nous de la délinquance des jeunes? Que savons-nous du vieillissement? Que savons-nous de l'autisme? Je prends par exemple l'autisme, par exemple. C'est vrai que le débat public est pour l'instant dominé par une sorte de controverse largement étouffée d'ailleurs à propos de la tension qui existe entre la tradition psychanalytique ou de psychothérapie institutionnelle par exemple et puis les méthodes comportementalistes, behavioristes issues plutôt de l'expérimentation nord-américaine, Abba, Teach et compagnie. Que font les services publics en la matière? Je crois qu'ils prennent position un peu rapidement pour les uns contre les autres sous la pression de quelques groupes très puissants.
et que les recommandations de bonne pratique tiennent lieu de toute doctrine quand il faudrait mieux, à mon avis, plutôt organiser la controverse, l'ouvrir à des questions plus générales, par exemple la question de l'opposition entre les sciences de l'éducation et les neurosciences, qui disputent pour l'instant aux sciences de l'éducation la place et les références humanistes qui la caractérisent. Enfin, je pense qu'il y a une éthique clinique de la parole, presque générale, qu'on croyait d'ailleurs solidement arrimée jusqu'à ces dernières années, alors qu'elle subit actuellement une critique agressive de la part des nouveaux décideurs et de bon nombre d'opérateurs, sans oublier les médias et quelques groupes d'usagers organisés qui sont assez violents à cet égard. Donc penser le travail social, c'est penser cette configuration complexe sans la réduire au discours sur les valeurs qui seraient celles spécifiques du travail social. Je n'y crois pas trop, elles sont des valeurs beaucoup trop communes, ça a été rappelé je crois tout à l'heure, et sans la réduire non plus aux approches fonctionnalistes ou simplement gestionnaires. C'est d'autant plus difficile à réaliser que le contexte politico-économique n'est plus aussi favorable qu'il l'a été à la liberté relative ou à l'autonomie relative de ce champ. Et pour avoir fait de l'histoire, je comprends que les conditions, par exemple, de déploiement des sauvegardes tout au long du XXe siècle ont été, à certaines périodes, difficiles, mais aidées, un peu par défaut d'ailleurs, par défaut d'autres politiques. Quelle évolution ? L'ensemble du système institutionnel que je viens de décrire est aujourd'hui triplement exposé. En amont, il est exposé au choc du paradigme néolibéral, devenu dominant et mondialisé, associé, ne jamais l'oublier, à la numérisation du monde, non seulement pour améliorer les moyens de production et poursuivre l'aventure industrielle par d'autres voies, mais aussi pour gérer le capital humain. Formule que j'utilise volontiers parce qu'elle peut évoquer des temps beaucoup plus sombres, pas si lointains que ça. En aval, il est exposé au boomerang de la nouvelle paupérisation, je prends cette formule dans son sens le plus large, et des migrations de grande ampleur que nous connaissons, à considérer sans aucun doute comme les conséquences sociales du premier changement. Pour le faire société, le vivre ensemble, ces deux processus contribuent évidemment à une vraie révolution culturelle qui met en cause, progressivement, discrètement, nos visions du monde et de la société, nos conceptions de la vie, tout ce qui est sous-jacent aux choix économiques, normalement, aux choix politiques, à l'ensemble des rapports humains. Et puis, troisième mutation, troisième exposition, l'exposition à une sorte à ce qu'on peut appeler un désengagement sélectif des pouvoirs publics, non seulement sur le plan financier, qui est attesté par de nombreux témoignages, mais aussi sur le plan philosophique. C'est-à-dire que je crois que ça n'intéresse plus, ça ne mobilise plus, ça n'est plus un élément de gouvernement. Évidemment, le travail social, avec ses propres ressources, ne peut pas grand-chose face à de tels phénomènes qui le dépassent complètement. Tout au plus peut-il accompagner les personnes les plus en difficulté et rétablir quelque chose qui ressemble à de l'humanité, à des humains qui parlent encore à des humains. Et je crois que c'est ce qu'on a vu dans les expériences qui ont été montrées. Mais cette transition est difficile parce que les enjeux ne sont pas faciles à formuler, à saisir, et aussi parce que toutes sortes de résistances existent, et que du côté de l'action publique, l'absence de doctrine, et j'insiste sur ce point, depuis les années 70, début 80, si tant est qu'il y en avait à cette époque-là, cette absence de doctrine est lourde de conséquences. Nous voilà donc engagés dans une longue période de transition, marquée sans doute par de nouvelles croyances, de nouvelles pratiques, mais aussi par de nouvelles questions, sans solution politique pour l'instant. Sauf peut-être au plan local, mais faudrait-il encore analyser le sens de ce qui se réalise au plan local et les difficultés de la montée en généralité ou de la remontée du local vers le global pour avoir un effet politique plus large. Alors certaines formulations demeurent et je pense qu'il faut les préserver parce que rien n'est réglé, malgré les controverses et les incertitudes. L'éducation, le terme n'est plus beaucoup employé, assistance et protection, qui n'est pas à confondre avec l'assistanat, qui est un droit, le traitement de la délinquance, la question de la délinquance qui n'est pas solutionnée, la question des handicaps. On a beau avoir une approche sociale du handicap, la question de la déficience et des formes de handicap social sont toujours posées,
La preuve d'ailleurs, c'est que on vient d'essayer de toucher comme ça à la marge, marginalement, dans le cadre du budget, aux allocations qui sont versées à certaines personnes handicapées quand elles ont par ailleurs un livret A dont on sait qu'il ne rapporte rien, ou pas grand-chose, 1% ou même moins que 1%, 0,75 je crois. Les nouvelles souffrances au travail, l'immigration, etc., qui sont autant de défis qui sont posés au travail social. Mais le déficit de pensée sur tous ces sujets est évidemment très important. Pourtant, le travail social reste aussi un excellent observatoire, tout à la fois de la société réelle, et je pense qu'il y a là un branchement direct sur la société réelle dans ses forces, dans ses lumières et dans ses ombres, dans son imaginaire également. Et je crois que c'est important que les travailleurs sociaux soient témoins de l'imaginaire de la société, comme disait Castoriadis, et de sa dynamique évolutive. Et il y a des tas d'exemples qui montrent qu'effectivement, il y a de la ressource, mais comment l'organiser, comment la légitimer. Évoquons ici rapidement, puisque j'ai été invité à le faire, le programme d'action du gouvernement du mois dernier, soi-disant tiré des États généraux du travail social. En le parcourant, on comprend vite qu'il s'agit d'abord d'une affaire de gouvernance et non de pratique, de dirigeants et non de professionnels, de maîtres d'ouvrage au nom des usagers finaux, comme tous les maîtres d'ouvrage, et non de maîtres d'œuvre, de back-office plus que de front-office. Les effets attendus sont nombreux, alors ça, le projet en regorge, mais les effets pervers de ce qu'on sait déjà, puisque le mécanisme est déjà en route, le processus est engagé, ne sont jamais analysés, bien qu'ils soient connus, bien qu'il y ait quelques travaux là-dessus. La mort de l'éthique et des pratiques cliniques, par exemple, l'instrumentalisation du droit et des savoirs, la banalisation progressive de tout travail social, la désinstitutionnalisation dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la désintermédiation, j'ai vu ça dans un livre blanc dont je dirai 2 mots tout à l'heure, la cantophrénie, la chronophagie, le temps mangé par des obligations administratives inutiles et chaotiques dans leur ensemble, manquant effectivement de sens, le renforcement de la subordination salariale, et avec le recul des conventions collectives, le déclin de l'idéal de métier, au profit d'une logique un peu de job, d'activité en tout cas, déqualifiée, la baisse des niveaux de qualification, ou alors leur augmentation dans des postes de cadre, d'encadrant. C'est ce qui se fait actuellement. On va vers une division classique entre l'encadrement et l'exécution, ce qui n'est pas dans l'histoire de la construction des métiers du travail social. Et sans doute le plus significatif, c'est l'arrivée des fonds privés au titre de l'investissement, mais aussi du fonctionnement. On n'est plus dans les bénéfices symboliques que pourraient trouver ces entreprises privées, mais on est véritablement dans une appropriation par un certain nombre d'entreprises de ce qui est intéressant à investir. Il y a un bel exemple de cela, c'est ce qui se passe du côté du troisième âge et de la dépendance, de ce qu'on appelle maintenant très publiquement la silver economy. Le domaine est porteur, assurément, et il est aussi le moins professionnalisé quand on le compare avec d'autres secteurs du travail social. C'est pour ça qu'il est à prendre. Ce type d'enjeu est très clairement exposé dans le livre blanc publié cette année, intitulé « La révolution du bien vieillir », comment le numérique transforme l'action sociale et accélère le développement de la silver economy. Ceci est consultable sur Internet. Livre blanc au demeurant fort bien fait, cohérent, et à sa façon très doctrinal. Il n'y a pas de doctrine publique, mais il y a par contre des doctrines d'origine économique. On y recommande entre autres de construire un plan national de modernisation de l'action sociale, et là on emploie volontiers cette catégorie qui est très large, à croire que partant de la silver economy, on veut grignoter les autres domaines progressivement, s'il y a du profit à y faire, et pour accélérer cette transformation, de faire émerger de grands acteurs. Voilà, le mot est lâché, il faut faire grand. Il faut de grands acteurs, de grands interlocuteurs, de grands acteurs. Il est également proposé une nouvelle stratégie de service avec beaucoup de connectivité et de robotique. On voit bien les vieux dépendants
avec des bracelets ou différents dispositifs de contrôle, de téléphonie, de vidéo, etc., etc. C'est déjà largement en cours. Il faut le généraliser. Ça crée de l'emploi. Et pour cela, il faut mettre en place une organisation robuste, c'est le terme même qui est employé, autour d'un opérateur pivot. Allons-y, c'est l'opérateur qui est central, pour coordonner une offre dédiée aux seniors bénéficiaires et à son aidant dans une logique de territoire. On n'oublie jamais de territorialiser, évidemment, cette perspective. On fait encore référence à l'informatisation des parcours. Justement, il faut se méfier de la notion de parcours parce que ça permet l'informatisation des parcours et des processus métiers. Et alors là, je me suis demandé ce que signifiait la formule processus métier. Je croyais que métier se suffisait à lui-même. Enfin, il s'agit de consolider un modèle de financement alliant ressources publiques et privées en associant les assureurs, soit un modèle de partenariat privé-public qu'on connaît dans d'autres domaines d'équipement qui nous endette évidemment pour l'avenir, puisqu'il ne s'agit pas de déléguer à des œuvres, du privé lucratif, mais bien de laisser le privé lucratif investir, les fameux investissements à impact social. Investir. Évidemment, ce n'est pas la meilleure expression, pour moi en tout cas, de la solidarité nationale et des valeurs de non-lucrativité. Le plan d'action du gouvernement, dont j'ai dit 2 mots tout à l'heure, valide en quelques lignes ces logiques-là. Ainsi donc, avec d'un côté la Commission européenne et sa définition des services et de l'investissement social, et de l'autre de puissants groupes privés, Orange, Alcatel, IBM, Altran, etc., attirés par de nouveaux marchés lucratifs et en voie d'imposer leur format d'action à tout le système action sociale, travail social, progressivement, et avec un gouvernement aux accents de plus en plus libéraux, les défenseurs du travail social qui le considèrent encore comme un service public, en valeur, sinon statutairement, on risque fort d'être rapidement isolés. Et de même, et pour en finir sur ce point, pour revenir au plan d'action gouvernemental, on surinvestit la rhétorique de l'usager. Elle occupe d'ailleurs tout le premier axe, soit 15 pages sur 35. Alors, sur ce point, je crois qu'il faut être assez vigilant sur la question des usagers. Si la reconnaissance des droits subjectifs des usagers a des effets très positifs, et on le voit constamment, à condition toutefois qu'on sache qui est dans l'obligation de faire en face de ce droit qu'aurait l'usager d'exiger. Elle entraîne aussi une série d'effets sociaux et politiques plus discutables. Ainsi, la croyance, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprends, dans une forme de souveraineté individuelle sans limite, est toujours opposable aux institutions et aux professionnels. Cette formule, qui est normalement tempérée par le rappel de la citoyenneté, cette formule ruine la construction collective des solutions, puisque les solutions sont individualisées au nom de ce droit individuel de l'usager. Elle instrumentalise le droit, qui n'est pas fait que pour ça, au profit du commerce des services, réduit, et on le voit dans des travaux aussi sur la tarification, au simple rapport besoin-prestation, sans passer par les institutions, sans passer par la masse salariale, etc. Finalement, je crois que cette trop d'usagers dégrade un peu l'option de la citoyenneté politique en la limitant au binôme protestation-participation. Alors, la conséquence de ça, d'ailleurs, c'est aussi, je fais un lien là, peut-être un peu trop rapide, les politiques dites d'activation des dépenses publiques, déclarées passives, qui ne rapportent rien, ça a été rappelé tout à l'heure. Activation aussi des professionnels qui sont évidemment peu performants, d'où les différents dispositifs de contrôle de la performance, les fameux tableaux de bord de la performance venant de l'ANAP qui débarquent dans les établissements actuellement, et puis même aussi des usagers qui doivent être aussi à leur manière des performants, activés. Dans ces conditions, que reste-t-il, et c'est bien la question que reçoivent les professionnels du travail social, que reste-t-il des souffrances des gens, des vulnérabilités qui marginalisent, des besoins éducatifs spéciaux ou non, des subjectivités en difficulté, tout ce dont les travailleurs sociaux ont à connaître au quotidien. Enfin, on valorise le territoire, justifiant un changement d'échelle pour l'action publique dédiée au social, mais est-on sûr que la proximité telle qu'elle est
jamais définie, mais toujours évoquée, est ou peut être plus solidaire. Elle est depuis longtemps le lieu de l'entraide, c'est évident, surtout dans une perspective clinique. Tout ça se fait ici et pas ailleurs. Elle n'est pas forcément son fondement. Quid du département-providence? La formule était utilisée par Robert Laffort. Et puis qu'allons-nous faire demain? Parce que là, il y a une sensibilité, il y a une fragilité, vu l'exposition aux politiques, aux choix politiques. Qu'allons-nous faire demain dans les territoires sous contrôle éventuel du Front National? On a déjà eu ce genre de situation dans quelques mairies du sud de la France. Je pense à Toulon ou quelques autres. Conclusion. Il faut, je crois, fixer des axes de travail. J'en vois quelques-uns. Ce sont des propositions. Je crois qu'il faut travailler à ressourcer, régénérer les philosophies humanistes de référence, ce qu'apportait tout à l'heure sur la fraternité Patrick Vivray est tout à fait important, en évitant d'ailleurs le piège qu'Edgar Morin a qualifié dans le monde diplomatique récemment de quasi-divination de l'humain voué à la maîtrise de la nature, pour y valoriser un humanisme ressourcé, régénéré, du respect pour la dignité de chaque humain, humanisme aujourd'hui devenu planétaire, vu les dangers qui nous guettent tous, mais ça a été largement développé tout à l'heure. Et pour le travail social, dans la foulée, je crois qu'il faut dégager une reconnaissance de l'éthique clinique de la parole, cet outil de base des professionnels de la relation. Il faut aussi repenser la question de l'État. Ni puissance transcendantale, ni nécessairement service exclusif, mais plus que jamais le meilleur garant des droits positifs et de la cohésion sociale. Faire société. Comment peut-on faire société sans penser la question de cette instance? Alors je ne dis pas, elle n'est pas transcendantale, elle n'est pas de droit divin, mais elle est quand même une instance qui dépasse les situations particulières. Repenser aussi les formes de la délégation à des organes de la société civile non lucrative. C'est moi qui ai introduit le non lucratif, bien évidemment, s'ils poursuivent des buts inspirés de la philosophie du service public, de façon à contrer l'approche sélective des industries lucratives dans les domaines de forte solvabilité, au détriment des valeurs de solidarité et de société. Il faut consolider, pour ce qui est de l'Europe, la catégorie européenne des SNIEG, des services non économiques d'intérêt général. Ça existe aussi, il y a des services sociaux d'intérêt général, mais il y a aussi des services non économiques d'intérêt général. Il y a tout dans la production normative européenne. Au-delà des seuls services régaliens ou obligatoires qui sont rangés actuellement, l'école, la sécurité sociale, la justice, parce qu'il y a de l'obligation derrière, et donc ça ne peut pas être ouvert au marché tel quel, contre la définition quasi exclusive des services comme des activités économiques par définition sur un marché donné que je rappelais tout à l'heure. Il faut, je crois, développer les sciences sociales fondamentales et appliquées, soutenir les controverses, j'en ai donné des exemples tout à l'heure, diffuser les savoirs pour en débattre, au lieu de s'en remettre à des recommandations de bonnes pratiques concoctées par une instance extérieure et non plus à l'exclusion des familles professionnelles. Les familles professionnelles sont délégitimées dans cette fonction de production des références. Il faudrait encore une sorte de nouvelle éducation populaire, interdisciplinaire et multilingue à l'échelle de l'Europe, bien évidemment. Enfin, au croisement de ces différentes propositions, il faut, je crois, soutenir une politique des métiers dans le domaine du social réalisé, plutôt qu'une politique d'ingénierie et de main-d'œuvre, d'exécution, le métier étant alors reconnu comme une praxis et non seulement comme un emploi. Voilà, pour moi, les enjeux du moment et les pistes de travail que je vous propose. Merci beaucoup.